I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. La veille de sa mort, dans une église pleine à craquer, Martin Luther King monte à la tribune et prononce un discours étrange. Il le nomme « I've been to the mountain top ». Il dit qu'il a vu la terre promise, mais qu'il ne sait pas s'il y entrera. À peine le lendemain, 4 avril 1968, il est assassiné sur le balcon du Lorraine Motel, d'une balle dans la gorge. Mais de quelle terre promise parlait-il? Était-ce l'Amérique ou une autre contrée? Ou parlait-il d'un avenir qu'il savait lointain et qu'il n'allait pas voir? Ici, on va lire Martin Luther King à partir de cette prophétie pour mieux comprendre sa pensée dans son cheminement jusque dans sa quintessence. Martin Luther King est le fils d'un pasteur, et comme tout bon fils de pasteur, il grandit dans une famille très religieuse, où la foi chrétienne est au centre de tout. À 15 ans, il entre au Morehouse College, une université pour noirs à cause de la ségrégation raciale de l'époque. Il est diplômé en sociologie à 19 ans. Ensuite, il poursuit ses études de théologie au Crozer Seminary, où il fait la rencontre d'une très jolie jeune femme blanche, avec qui il va se lier d'amour. Il s'agissait d'une employée blanche, un peu plus âgée que lui, avec laquelle il aurait même souhaité se marier. Ses amis et son père l'ont fortement dissuadé, craignant les conséquences sociales et professionnelles qu'un tel mariage aurait pu avoir, surtout dans l'Amérique ségrégationniste de l'époque. Ce fut donc un choc pour le jeune Luther King. C'était la première fois qu'il vivait la ségrégation de façon brutale. Plus tard, il dira que cette séparation avait été l'une des décisions les plus douloureuses de sa vie. Puis, il va aller à l'université de Boston où il va obtenir son doctorat. C'est aussi à Boston qu'il va faire la rencontre de Coretta Scott, qui deviendra sa femme. Ils vont se marier et Luther King va devenir pasteur à Montgomery. Donc jusque-là, à part cet incident avec la jeune femme blanche, Luther King vivait encore une vie assez paisible et tranquille. On va voir que tout cela va changer dans peu de temps. Donc à ce moment-là, nous sommes en 1954. Dans tout le pays, la ségrégation raciale fait encore rage. Elle consiste en un ensemble de lois et des pratiques qui séparent les noirs et les blancs dans tous les aspects de leur vie publique. Que ce soit dans les écoles, dans les bus, dans les restaurants, dans les toilettes, dans les logements, etc. Partout, les blancs et les noirs étaient comme de l'eau et de l'huile. Instaurée surtout dans les États du Sud après la guerre de sécession, cette ségrégation visait à maintenir les Noirs dans une position socialement, politiquement et économiquement inférieure. C'est seulement avec l'arrestation de Rosa Parks que tout va commencer à s'accélérer pour le jeune Luther King. Suite au refus de Rosa Parks, femme noire, de céder sa place à une femme blanche dans un bus, une vague de contestation va naître et Martin Luther King, qui n'a alors que 26 ans, va devenir le leader de ce qu'on va appeler le boycott des bus de Montgomery, la ville dans laquelle il était pasteur. Pendant plus d'un an, les Afro-Américains vont marcher, organiser du covoiturage, s'entraider, tout cela en refusant de prendre les bus publics de la ville. Cela afin de protester contre la ségrégation raciale dans les transports. C'est donc le début de la méthode, de cette méthode célèbre, connue sous le nom de la non-violence, qui est en réalité une stratégie complète, bien pensée et structurée. Elle se déroule notamment en 4 étapes. Il faut d'abord identifier l'injustice de façon claire. Ensuite, il faut tenter des négociations avec les autorités locales. Puis, on a ce que Martin Luther King appelle l'étape de la purification. C'est-à-dire qu'on va se préparer intérieurement et moralement à affronter les coups, la prison et les humiliations sans réagir. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un genre de thérapie de groupe où on apprend à s'insulter, à se traiter de tous les noms, à se brutaliser, afin de se préparer mentalement à ne pas réagir lorsque cela
sera fait par des policiers. King avait compris une chose à travers la non-violence. Il a compris que lorsque tu réponds à la haine par la haine, à la violence par la violence, tu entres dans un cycle qui ne mène nulle part. La non-violence incarne une forme de supériorité morale face à la barbarie ou à la violence policière ou gouvernementale. Et il faut savoir que le génie de Martin Luther King, en utilisant la non-violence comme technique ou comme méthode de lutte, c'était qu'il faut savoir qu'à l'époque, les Noirs étaient vus comme des gens potentiellement violents. Et cela parce que la plupart des Blancs avaient peur que ce qu'ils avaient fait aux Noirs puisse être fait à leurs enfants ou à eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils avaient une peur naturelle du Noir qui était vu comme agressif, dangereux, même quand il n'avait rien fait. Et c'est d'ailleurs sous ce prétexte-là que le Ku Klux Klan a été créé, parce qu'à la base, eux, dans leur cerveau, en créant le Ku Klux Klan, ils pensaient pouvoir se protéger des Noirs qui les menaçaient, alors qu'il n'en était rien. Donc si on analyse cette Amérique des années 90, où le Ku Klux Klan fait rage, où la plupart des membres de la police sont du clan, donc employer la violence pour protester, utiliser des manifestations violentes où on va aller essayer d'arracher la liberté, surtout à l'époque, ça se serait terminé dans des massacres, dans des répressions comme pas possible, inimaginables. Mais par contre, la non-violence était vraiment une stratégie très efficace. Surtout que cette méthode permet d'avoir la supériorité morale face à son agresseur. Et donc au final, c'est une stratégie qui a donné des fruits, qui a permis d'obtenir un certain nombre de choses. Car grâce au boycott, la ségrégation dans les bus va être déclarée illégale. On est donc le 4 mai 1960, les ennuis vont commencer à arriver. Martin Luther King va se retrouver pour la première fois en prison. La raison, officiellement, une simple histoire de permis. Mais dans l'Amérique ségrégationniste, ce genre de prétexte était monnaie courante, surtout pour faire pression sur les leaders noirs. John Kennedy, jeune sénateur démocrate et candidat à la présidence, va être interpellé. Et là, sans hésiter, il va appeler le gouverneur de Géorgie. Mieux encore, il va prendre contact avec Coretta Scott King, l'épouse de Martin Luther, pour lui offrir son soutien. 2 jours plus tard, notre jeune Luther King va être libéré. Ce geste va laisser une trace. Et à partir de là, une proximité politique va naître entre King et Kennedy. En 1963, après son échec à Albany par rapport à la journée de pénitence qu'il voulait organiser, voyant que la volonté commence à s'atténuer chez le peuple, King va changer de stratégie pour Birmingham, l'un des bastions les plus violents de la ségrégation. Cette fois, il change de stratégie. Il veut créer une crise, une vraie tension. Alors, il a une idée de génie. Provoquer des arrestations massives pour saturer le système et forcer les autorités à négocier. Mais en voyant que cela n'était pas suffisant, il va lancer ce qu'on appellera la croisade des enfants. Des enfants vont défiler pacifiquement dans les rues en chantant. Mais la police de Birmingham va réagir avec une brutalité inouïe. Les images vont faire le tour du pays. L'Amérique blanche, choquée, va être obligée de changer son regard. C'est donc à cette époque, enfermé dans une cellule de la prison de Birmingham, qu'il va écrire l'un de ses textes les plus puissants, la lettre de la prison de Birmingham. Des expériences douloureuses nous ont appris que la liberté n'est jamais accordée volontairement par l'oppresseur. Elle doit être demandée par l'opprimé. L'action directe non violente cherche à engendrer une tension telle que la communauté qui a constamment refusé de négocier soit forcée de regarder la situation en face. Elle dramatise la situation en sorte qu'on ne puisse plus l'ignorer. Mais quand vous avez vu une populace vicieuse lyncher vos mères et vos pères à volonté, noyer selon sa fantaisie vos sœurs et vos frères, quand vous avez vu des policiers pleins de haine maudite, frapper et même tuer impunément vos frères et vos sœurs noires, quand vous voyez la grande majorité de vos 20 millions de frères noirs étouffant dans la prison étanche de la pauvreté, au milieu d'une société opulente, quand vous sentez brusquement votre langue se tordre
lorsque vous essayez d'expliquer à votre fille de 6 ans pourquoi elle ne peut pas aller au jardin de jeux public dont on vient juste de voir la publicité à la télévision. L'opération de Birmingham va être un succès total et cette fois, Kennedy va entendre le message. Le 2 juillet 1964, King va marcher sur Washington. Il entre dans l'histoire devant plus de 250 000 personnes, en prononçant un discours devenu légendaire. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Le retentissement est tel que le Civil Rights est voté peu après, mettant fin à la ségrégation légale dans les lieux publics. Et cette fois, ce n'est pas en cellule qu'on le retrouve, mais dans la Maison Blanche, entouré des législateurs et des ministres, aux côtés du président des États-Unis lui-même, lorsqu'il signe. La même année, Martin Luther King va recevoir le prix Nobel de la paix. Il devient ainsi, à 35 ans, le plus jeune lauréat de l'histoire. Mais il va comprendre une chose en voyant que malgré les lois, la réalité reste la même. Les Noirs vivent dans la pauvreté, dans des ghettos, subissent toujours les violences policières, les discriminations à l'emploi et à l'école. La guerre du Vietnam va exploser entre-temps. Il va voir ainsi des jeunes Noirs envoyés au front comme chair à canon, alors qu'ils n'ont même pas les droits de base dans leur propre pays. C'est à ce moment-là que son discours commence à évoluer. Lui qui était intégrationniste, cherchant l'intégration des Noirs dans la société américaine, il va faire évoluer son discours, notamment en dénonçant l'exploitation économique, l'injustice sociale et surtout l'impérialisme américain. Et c'est là que les ennuis vont commencer. Il critique ouvertement la guerre du Vietnam. Il parle d'une convergence entre les luttes noires et les luttes sociales, ce qui va lui faire perdre le soutien des élites, des médias, même de certains pasteurs qui commencent déjà à le juger d'être trop radical. Il comprend qu'il y a une faille dans sa méthode. La non-violence n'est pas une solution miracle, car tout d'abord, il faut se poser cette question. Qui est-ce qui définit la violence ? Il comprend que ce sont les institutions elles-mêmes qui se chargent de fabriquer la perception usuelle de la violence par l'intermédiaire des médias. En effet, ces derniers s'efforcent constamment de discipliner les mouvements sociaux afin qu'ils adoptent cette catégorisation et qu'ils se défendent de toute accusation de violence, qui est d'ailleurs très facile à brandir. En plaidant pour la non-violence, ils tombent dans le piège en adoptant les valeurs et le système de classification de l'État. La violence des policiers pendant les manifestations ne choque presque personne, mais une vitre cassée devient tout de suite un problème. Un noir armé est tout de suite désigné comme violent et potentiellement dangereux, mais lorsque c'est un blanc, on dit que c'est de l'autodéfense. Donc au final, la notion même de violence devient un piège. En outre, la non-violence ne fonctionne que quand elle est visible, soutenue par l'élite du pays, relayée par les grands médias. Durant son ascension, on a vu que Luther King avait bénéficié de ce soutien venant de l'élite blanche du pays et des médias. Mais dès qu'il a commencé à dire des choses qui ne leur plaisaient pas, ils l'ont lâché. Si la plupart des gens connaissent Martin Luther King pour sa méthode et son combat politique, très peu savent réellement quelle était sa philosophie et comment elle a évolué. Son ennemi idéologique était la ségrégation. Mais celle-ci n'est en elle-même que le produit d'une loi. Voilà donc le vrai ennemi de Martin Luther. C'est contre la loi qu'il va développer sa pensée philosophique. Il dira que toutes les lois ne se valent pas. Certaines lois sont justes et d'autres sont injustes. Les justes sont celles qui, bien qu'elles sont écrites par les hommes,
trouvent leur racine dans la loi divine et naturelle. Autrement dit, la loi humaine n'est juste que lorsqu'elle reflète une vérité supérieure, quand elle est l'écho terrestre d'un ordre éternel. À l'inverse, la loi injuste est orpheline de toute transcendance. Purement conventionnelle, elle impose sans élever. C'est là le critère essentiel. Une loi juste est une loi qui élève l'homme. Une loi injuste est une loi qui l'abaisse. La ségrégation, par exemple, est par essence une dégradation car elle rabaisse, là où l'intégration est une forme de gradation car elle construit. Elle rajoute un plus à la vie de l'homme. La ségrégation, elle dégrade, elle détruit. Elle enlève l'homme son grade d'humanité. Donc, c'est contre ces lois que Martin Luther King va se battre. C'est contre ces lois qu'il va développer sa philosophie et sa méthode. Mais problème, il va comprendre que les lois sont toujours à l'avantage de ceux qui les légifèrent. Et le plus grand problème de l'Amérique est que ces lois sont rédigées par une certaine communauté uniquement. C'est donc là le choc, car il s'est trompé d'ennemi depuis tout ce temps. Lui qui pensait pouvoir combattre les lois de la ségrégation, combattre les lois de la division, il va se rendre compte qu'au final, ses vrais ennemis, ce n'étaient pas les lois, mais ceux qui sont derrière les lois, les législateurs, c'est-à-dire le système qui fait naître ces lois. What we didn't realize then that the real race problem is not in segregation itself, that segregation was a symptom of it, and what the real problem was white. À cette époque, King a donc commencé à rencontrer des figures du mouvement noir, comme Malcolm X et les Black Panthers, qui, eux, parlaient d'autodéfense, de dignité, de fierté noire. King, quant à lui, ne va pas renoncer à la non-violence, mais il va commencer à comprendre qu'il faut aller plus loin. Il va admettre que dans certains cas, l'autodéfense peut être légitime. Il ne prône pas la lutte armée, mais il ne la condamne plus systématiquement. Il dit, une société qui produit des conditions où des hommes sont poussés au désespoir n'a pas le droit moral de condamner ceux qui réagissent violemment. For violence are greater, and I would like to strongly stress the point that the more we can achieve victories through nonviolence, the more it will be possible to keep the nonviolent discipline at the center of the movement. But the more we find individuals facing conditions of frustration, conditions of disappointment and seething despair as a result of the slow pace of things and the failure to change conditions, the more it will be possible for the apostles of violence to interfere. C'est ce qui va emmener Martin Luther King à comprendre que l'Amérique ne changera pas, car les privilégiés ne vont jamais abandonner leurs privilèges. À Harry Belafonte, un ami proche, il confie un jour, il dit « J'ai peur d'avoir intégré mon peuple dans une maison en feu ». Il a peur que l'intégration tant voulue ait servi à donner l'illusion du progrès, sans toucher à la racine du mal, le racisme systémique, l'injustice économique, la violence d'État. Cette maison en feu, c'est l'Amérique, un piège mortel où toute quête de liberté expose à un danger évident. C'est ce Martin Luther King-là, plus critique, plus lucide, que l'on entend dans son dernier discours. Le rêve n'est plus là, mais une prophétie. Et dans sa prophétie, il parle d'une terre promise. Mais laquelle? Je vous laisse y répondre. En parlant d'une terre promise, il s'assimile à Moïse, celui qui a libéré son peuple de l'esclavage. Il l'a conduit vers un endroit meilleur, Canaan. Mais pour lui, de quelle terre parlait-il? Nous sommes le 4 avril 1968. Un coup de feu retentit. Un homme se retrouve au sol, une balle tirée d'un immeuble voisin le frappe à la mâchoire et traverse sa moelle épinière. Transporté d'urgence à l'hôpital, l'homme qui avait tant combattu pour les droits des Noirs aux États-Unis est déclaré mort à 19h05. Martin Luther King, à 39 ans, devient non seulement un symbole de paix, mais aussi un martyr de la justice sociale.